c'est comment le milieu façonne l'avenir de nos enfants. Alors je propose, pour essayer de répondre à cette question, de prendre deux enfants dans des milieux affectifs et sociaux différents et d'essayer de prédire l'avenir. Alors on va prendre la formation d'un couple de deux très jeunes parents. Mettons que la jeune femme ait 14 ans, elle n'a pas de foyer, elle prend de la cocaïne ou du cannabis, et mettons que le garçon ait 16-17 ans et qu'il soit délinquant et très instable. Lorsqu'ils vont faire un couple, ils vont organiser pour le futur enfant un nid sensoriel qui va sculpter le développement de cet enfant, et c'est là qu'il aura à se développer, pas ailleurs. Donc on peut prédire que cet enfant aura une niche sensorielle difficile, non sécurisante, instable, avec une instabilité de changement, de déménagement. C'est pas la faute du couple, c'est que le couple, ces deux jeunes gens ont eu du mal à se développer, donc ils auront du mal à organiser la niche sensorielle de l'enfant qu'ils vont mettre au monde. Mais, résilience, on peut agir sur le milieu qui va aider ces deux futurs parents, ce qui va permettre d'agir sur l'enfant qu'ils vont mettre au monde. Donc, c'est, comme l'a dit Jean-Pierre Portois tout à l'heure, c'est plus du tout le même raisonnement qu'avant, inné ou acquis, c'est un non-sens total, puisque ces enfants, ces jeunes parents en difficulté, vont mettre, si on les aide, ils vont mettre un enfant qui sera moins en difficulté. Alors que si on les laisse tout seuls, ils vont mal organiser la niche sensorielle et l'enfant sera en difficulté. Donc on a la liberté d'agir sur le milieu qui agit sur les parents, ce qui agit sur l'enfant. Donc c'est une cascade de déterminisme et c'est pas seulement l'inné versus acquis. Alors, par exemple, mettons que cette jeune femme mette au monde un bébé, elle est âgée de 14 ans et elle habite toute seule, elle n'a pas de métier et son mari est instable. Dans notre culture, c'est une catastrophe. Or, j'ai eu la chance de travailler avec le professeur Adalberto Barreto, qui est professeur à Fortaleza, une merveilleuse île du nord du Brésil, et j'ai été avec lui dans les favelas de Fortaleza parce que ces Brésiliens-là sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas envisager une consultation de psychiatrie ou de psychothérapie. Alors Adalberto, qui a fait ses études à Lyon et qui parle un français impeccable, organise des groupes où tout le monde est le thérapeute de tout le monde. C'est-à-dire que, puisque ces gens-là vivent en groupe, et on voit que dans cette extrême pauvreté, j'ai vu, tenez-vous bien, j'ai vu une grand-mère de 24 ans. C'est-à-dire que dans notre culture, c'est une catastrophe, une cascade de catastrophes. Or, dans cette culture-là, tout le groupe s'est coordonné autour de la jeune mère et du bébé pour la féliciter, pour entourer la grand-mère de 24 ans, la mère de 12 ans, pour les entourer et pour aider le bébé, et c'était la fête. Donc la culture déjà fait un pronostic étonnamment différent. Un même fait dans notre culture du sprint est un handicap catastrophique où l'enfant se développera probablement mal. Le même fait dans une culture pauvre mais très solidaire, eh bien la solidarité va protéger ces deux, je ne sais pas dire, très très jeunes femmes, et tout le monde sera bien plus heureux. Alors maintenant, on va revenir à notre culture occidentale. On sait maintenant que les conditions de la grossesse commencent déjà à façonner le psychisme de l'enfant. Si la mère est stressée, elle va transmettre des substances du stress au bébé qu'elle porte, et le bébé va arriver au monde avec déjà des altérations cognitives que la neuroimagerie sait photographier et mesurer. On photographie les deux atrophies bifrontales,
on photographie l'atrophie du système limbique et on photographie l'hyperfonctionnement des deux amygdales rhinencéphaliques qui sont le socle neurologique des émotions insupportables. C'est-à-dire qu'un tel enfant porté par une femme stressée va devenir stressé pour un rien. C'est pas génétique, simplement c'est transmis, les substances du stress de la mère modifient le fonctionnement du cerveau de l'enfant. Et là aussi, il y a une possibilité d'action très rapide. Il suffit de sécuriser la mère pour qu'elle ne sécrète plus le cortisol ou les catécholamines et que le bébé se développe bien, sauf que le bouillonnement des synapses d'un bébé est tellement intense que dès que, presque aussitôt que la mère sera sécurisée, le bébé va recommencer une bonne construction de son système nerveux. Donc on est très loin de l'ancien stéréotype. Si c'est inné, il n'y a rien à faire. Si c'est acquis, on peut agir sur la culture. On se rend compte que c'est plus le nouveau raisonnement de la neuroimagerie moderne, c'est que il suffit de sécuriser la mère pour sécuriser l'enfant qu'elle porte et permettre en 24-48 heures la reconstruction des altérations qu'avait provoqué le stress de la mère. Donc oui, il y a une cascade de déterminismes, et ces déterminismes sont à très brève échéance si on intervient, et le pronostic développemental, donc plus tard le pronostic de socialisation, est totalement changé si on intervient tôt, alors que si on intervient tard ou si on n'intervient pas du tout, on aura l'impression d'une transmission génétique, et cette transmission génétique sera un contresens. Alors, quand j'étais étudiant en éthologie, on nous apprenait déjà que les abeilles pouvaient fabriquer une abeille reine en modifiant le milieu. C'était pourtant le même capital ADN. C'était exactement la même bandelette ADN, mais les abeilles ouvrières entourant une abeille, la nourrissant de gelée royale, tambourinant constamment sur son corps, cette abeille, avec la même bandelette ADN que toutes les abeilles, eh bien cette abeille devenait une abeille reine, grosse, immobile, féconde, alors que les ouvrières restaient des petites abeilles hypermobiles et stériles. Ce qui est la seule variable que les abeilles avaient inventée, c'était de nourrir une abeille différemment et de tambouriner sur son corps régulièrement, de se relayer pour tambouriner sur son corps. Et ça fabriquait très rapidement une abeille reine. Donc on voit que le déterminisme génétique qui existe est quand même à très très brève échéance. Le seul déterminisme génétique inexorable, c'est que lorsque le spermatozoïde de l'empereur Laios est rentré dans l'ovule de la reine Jocaste, ça ne pouvait donner qu'un bébé humain. Ça donne rarement un hippopotame. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc c'est un déterminisme génétique, mais à peine organisé, ce déterminisme génétique subit les pressions du milieu. Alors je vais reprendre très brièvement ce que j'avais déjà dit précédemment, c'est que lorsque la mère est stressée, les substances du stress, cortisol et catécholamines, fabriquent des petits radicaux CH3 que Pierre Bustani, avec qui on a travaillé pendant des années, a photographié. Il nous a montré comment ces radicaux CH3 faisaient des petits bouchons, des petites taches noires de radicaux méthyl qui modifiaient non pas l'ADN, mais qui modifiaient l'expression de l'ADN. Donc c'est pas génétique, c'est déjà acquis. Et que ça commence dès les premières divisions cellulaires. Donc il faut vraiment s'entraîner à de nouveaux raisonnements pour, comme l'a dit Jean-Pierre Pourtois tout à l'heure, pour abandonner l'inné ou l'acquis, le corps ou l'esprit. C'est vraiment des raisonnements du Moyen-Âge qui n'ont plus aucune fonction aujourd'hui.